Merci. Eh bien, nous allons d'une certaine manière changer de monde par rapport aux quelques interventions que nous avons entendues aujourd'hui, parce que nous n'allons plus être dans le monde de la science, dans le monde des savants, mais je dirais dans le monde des graisses saturées, des sucres insupportables, dans le monde réel en vérité. Parce que le monde dont nous avons parlé jusqu'à présent, celui des manuscrits, celui des textes, de leur traitement philologique, herméneutique, est un monde tout petit par rapport à celui des Bar Mars et des M&M's, qui est celui de la vie et qui est celui dans lequel se déploie très ordinairement l'ensemble de nos pratiques réticulaires, l'ensemble de nos pratiques numériques. Or, dans ce monde de nos pratiques numériques, ce que nous observons, ce que nous pouvons observer, qu'est-ce que c'est? C'est des manières d'être et de faire sur les réseaux qui confinent parfois, assez souvent en vérité, à une espèce d'exhibitionnisme. Je dis bien une espèce parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais peu importe. D'où le nom d'extimité, nous y viendrons tout à l'heure. Et c'est un monde aussi où nous ne cessons de nous attribuer les uns aux autres des petits cœurs, des petites étoiles. Nous prenons un taxi, nous notons notre chauffeur de taxi nous note lui-même. Nous sommes dans une espèce d'évaluation réciproque permanente du fait de nos pratiques réticulaires. Et alors, dans cette nébuleuse d'évaluation et d'exposition de nous-mêmes, ou du fait plutôt de la confusion qui règne et de la complexité de cette nébuleuse d'évaluation et de pratique, etc., nous avons eu l'idée, enfin l'idée a surgi dans le public et dans les institutions, d'une espèce de régulation de tout ça. D'où, emblématiquement, le règlement général sur la protection des données, qui a été imaginé, conçu il y a 4, 5, 6 ans et qui a été mis en place depuis un petit peu plus d'1 an et qui postule deux choses. Qui postule premièrement qu'il faut reconnaître, être capable de reconnaître la responsabilité des acteurs du numérique, qu'il s'agisse des prestataires ou qu'il s'agisse de ceux qui ont des activités numériques, et qui postule d'autre part qu'une certaine maîtrise est possible de toutes ces données qui circulent à travers les réseaux. Pourquoi donc le RGPD? Il me semble qu'il est lié à trois choses. La première, c'est l'extension, mais je dirais universelle, des dispositifs réticulaires qui ont envahi désormais tous les espaces de la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le monde académique désormais que l'on a des pratiques numériques, on a des pratiques numériques dans tous les interstices de la vie sociale, publique, privée, etc. Du coup, deuxièmement, ce qui justifie une telle réaction, si je puis dire, c'est non seulement la massification des usages réticulaires, mais ce que j'appellerais leur naturalisation. C'est-à-dire évoluer dans le monde numérique, cela se fait sans obstacle, cela ne présente, du moins apparemment, aucun caractère de difficulté. C'est aussi naturel que d'allumer la lumière avec un interrupteur, aussi naturel que de vaquer à ses occupations quotidiennes, aussi naturel que marcher et agiter les bras en parlant. Et troisième point, mais il me semble que de cette naturalisation des pratiques numériques résulte une véritable dépossession du phénomène même du numérique, de ce qui se passe vraiment quand nous faisons ce que nous faisons dans le
dans le monde numérique, quand nous faisons finalement ce que nous faisons dans la vie ordinaire, parce que c'est de la vie ordinaire qu'il s'agit ici. Songez à ce que j'appellerais un slogan, le slogan de la génération Y. La génération Y, au fond, la locution génération Y désigne quoi? Elle désigne ces jeunes gens, ces jeunes filles, qui, étant nés en même temps, grosso modo, que le développement des réseaux, seraient parfaitement à l'aise dans les réseaux, dans les usages, dans les pratiques numériques, etc., etc. Mon hypothèse à moi, c'est que s'il leur est naturel d'utiliser les machines dites intelligentes, que sont les ordinateurs, les téléphones portables, etc., si cela leur est naturel, pour autant, ils n'ont pratiquement aucune espèce de maîtrise de ce qui a véritablement lieu dans ces usages, des enjeux de ces usages. Ils n'ont pas connaissance, ils n'ont pas véritablement conscience de ce qui se passe dans la vie numérique qui est la leur. Je ne leur conteste pas l'agilité de Pousset et de Poussette, ça, je ne le conteste pas. Mais ce que je dis, c'est que Pousset et Poussette sont des pousses, mais des pousses, pour ainsi dire, non pas décérébrés, mais peu cérébrés, eu égard à l'utilisation de leurs pouces et de leurs poussettes. D'autant qu'en fait, ce qui se passe, ce n'est pas seulement ce qu'ils font. Ce qui se passe, ce sont aussi, et je reprends ici une expression qu'on trouve dans le règlement général sur la protection des données, ce qui se passe, c'est un certain ensemble de décisions entièrement automatisées qui ont lieu dans les mondes numériques que nous fréquentons. C'est-à-dire que les mondes numériques que nous fréquentons ne sont pas des mondes numériques constitués par nos pratiques, sciemment constitués par nos pratiques, ce sont des mondes où ils constituent un monde dans lequel plein de choses se passent dont nous n'avons pas la moindre idée. Alors, la question est, qu'est-ce qui est véritablement en jeu dans tout cela? Ce qui est en jeu dans tout cela, ben c'est de deux choses l'une. Ou bien, ce qui est en jeu, c'est la régulation de ce monde. Alors, et bien sûr, je veux dire, le RGPD, c'est bien ça. Il y a une façon d'aborder ce phénomène de la dilution du fer, je dirais, la dilution du fer numérique. Il y a une façon d'aborder ce phénomène, c'est d'essayer d'en comprendre les mécanismes, d'essayer d'en réguler les mécanismes et, en quelque sorte par réaction, mais par réaction tout à fait légitime, c'est d'apporter les règles qui permettent de naviguer, si je puis dire, et en conscience et en confiance, comme on dit, et de manière, au fond, normée et admissible pour tout le monde. C'est une approche de la question des pratiques numériques. Et puis il y a une autre approche, c'est un peu mon hypothèse, elle est plus risquée, elle est beaucoup plus incertaine. Et je vous la propose plus à titre d'hypothèse qu'à titre de certitude arrêtée. Mon hypothèse, c'est que ce qui se joue dans les pratiques numériques, c'est quelque chose qui a trait à notre personnalité, qui a trait à notre moi, alors profond, pas profond, je m'en fiche, mais qui a trait à ce que nous sommes, avec cette idée que être en ligne, ce n'est pas passer un certain nombre d'instants, certains moments seulement en ligne, par opposition à la vie que nous menons hors ligne, mais être en ligne est une modalité d'être en continuité avec l'être hors ligne et par conséquent infléchit très naturellement, infléchit, je dirais, nécessairement ce que nous sommes ou la façon dont nous pouvons nous définir, nous décrire, etc. L'idée étant que la complexité du monde numérique
admet un traitement, je dirais, éthico-juridique, c'est le RGPD, ou admet, et c'est plutôt mon hypothèse, c'est autour de ça que j'aime bien travailler, admet un traitement égologique. C'est une question d'égologie. Alors, évidemment, c'est vite dit, maintenant il faut essayer de mettre un peu d'ordre et de contenu dans cette idée. Alors mon postulat de départ, c'est que toutes nos pratiques en ligne sont des pratiques intellectuelles. C'est un petit peu rude à dire. Je veux dire par là, je comprends que des pratiques de recherche, que des pratiques de calcul, qu'un travail fait en ligne ou avec des outils numériques soit un travail intellectuel. Enfin, il est facile de comprendre une chose pareille, mais qualifier de pratique intellectuelle l'envoi erratique de SMS, une navigation zappante, qualifier de pratique intellectuelle des achats en ligne ou à peu près n'importe quoi de ce que nous faisons le plus ordinairement, ça paraît plus difficile à admettre. Mais pour autant, j'en suis intimement persuadé, c'est-à-dire que mon hypothèse, c'est que quoi que nous fassions en ligne, ce que nous faisons en ligne ressortit à du vouloir, du désir, de l'aspiration, des dispositions, bref, mobilise une forme ou une autre d'intelligence. Pas parce que l'ordinateur est plus ou moins difficile à manipuler, mais parce que ce qui a lieu est purement et simplement intellectuellement investi. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que, au fond, il y a trois choses là-dedans. Dire que nos pratiques numériques sont des pratiques intellectuelles, c'est dire d'abord, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, que l'essentiel de nos pratiques numériques sont des pratiques qui ressortissent à un vague crétinisme. Je veux dire, acheter, naviguer, passer d'un journal à un autre. Ce sont des pratiques de paresse intellectuelle, vraiment des pratiques de paresse intellectuelle. C'est facile de se laisser aller, de se laisser happer par le zapping numérique. Alors, pour autant, je dis, ce zapping numérique et ce crétinisme bon enfant, qui est le nôtre, nous ne travaillons pas tout le temps, qui est le nôtre, il est naturel et il est investi de nos aspirations, et il contribue à la formation de bulles de sens. De bulles de sens, c'est-à-dire de communautés. Et si on y regarde d'un petit peu près, au fond, on peut se dire que certains événements sociaux ou politiques importants ressortissent à ce genre de pratiques numériques à la fois crétinisées et intellectuelles. Les communautés politiques d'où sont issus certains vainqueurs d'élections, par exemple. Ça a été un thème assez abondamment abordé les quelques années récentes que nous avons connues. Alors ça, c'est un point intellectuel, ne s'oppose pas au fond à stupide, mais la stupidité elle-même ou la banalité elles-mêmes sont des figures de l'intellectualité des procédures numériques. Deuxième point, nous nous persuadons, c'est-à-dire, je pense que l'immense majorité des usagers des outils numériques sont dans cette disposition d'esprit-là, nous nous persuadons que l'efficace de nos pratiques numériques est circonscrite au monde numérique. C'est-à-dire que je crois que nous vivons avec la persuasion qu'est le monde numérique, le monde des réseaux, le monde virtuel, où on peut dire à peu près tout ce qu'on veut,
et le monde réel où on se tient à peu près correctement à table et où on est à peu près civil avec ses voisins. On se berce d'une certaine illusion, d'une dichotomie entre le monde réel avec ses conséquences et le monde dit, à tort à mon avis, virtuel, qui serait sans conséquences, qui serait sans efficace sur la vie. Et puis le troisième point, c'est la conviction généralisée, assez généralisée, je crois, de l'anonymat. Justement, c'est lié au second point. Le monde virtuel, c'est un monde où on peut s'appeler n'importe comment et où on peut dire ou faire à peu près n'importe quoi. Illusion de l'anonymat, c'est-à-dire illusion du caractère anodin de l'avatar que nous sommes en ligne. Or, il n'y a rien de plus illusoire que cela. C'est-à-dire l'avatar que nous sommes en ligne est un avatar en ligne, bien entendu, mais il n'est pas tout à fait déconnecté de ce que nous sommes hors ligne. C'est-à-dire il y a comme une solution de continuité entre cet en ligne que nous estimons immatériel et le hors-ligne que nous estimons être le seul monde réel dans lequel nous vivons. C'est dans ce contexte que ce qu'on appelle, ce n'est pas moi qui ai inventé ces choses-là, ce qu'on appelle extimité et souveillance surgissent. À mon avis, extimité et souveillance, je vais en expliquer les termes, ce sont des avatars, je crois, particulièrement significatifs de l'entrelac de ces trois points, c'est-à-dire du caractère anodin des pratiques, du caractère supposé inefficace ou inefficient des pratiques en ligne, du caractère purement virtuel de ces pratiques en ligne. Qu'est-ce qu'il faut entendre par extimité? Qu'est-ce qu'il faut entendre par souveillance? Alors, pour ce qui concerne l'extimité, ça existe dans les études psychosociologiques contemporaines. Serge Tisseron en a été un des cristallisateurs, je ne sais pas comment il faut dire, dans un article paru dans le numéro 88 de Communication en 2011, notamment, pas seulement, mais notamment. Tisseron définit l'extimité comme comme le processus par lequel des fragments du soi intime sont proposés au regard d'autrui afin d'être validés. Elle est très bien, cette définition. Processus par lequel des fragments du soi intime sont proposés au regard d'autrui afin d'être validés. Processus d'abord, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait de dire quelque chose. Processus, ça veut dire qu'on entre dans un mécanisme communicationnel, on entre dans un logiciel, on entre dans un site, dans un réseau social, etc. C'est-à-dire on s'intègre intellectuellement à un dispositif technique, et en l'occurrence, avec les réseaux sociaux, dans un dispositif socio-technique. Et puis, dans ce dispositif, Instagram, Facebook, qu'est-ce qu'on fait? On publie des photos de soi, je vois à la montagne, là, ou à la mer, ou au centre universitaire méditerranéen. Enfin, on publie ce qu'on publie, des mots, des images, etc., etc. Supposer représenter quelque chose de pétillant de ce qu'on est. On s'expose de cette manière-là. Alors, on ne dit pas tout de soi, on ne cherche pas à tout dire de soi. C'est pourquoi, d'ailleurs, Tisseron insiste sur la distinction qu'il faut faire entre extimité et exhibition. C'est-à-dire, on ne se dénude pas tout à fait face aux autres, on envoie des signaux textuels, des signaux imagés de ce qu'on est. Mais surtout, et de ce qu'on est le plus intimement, parce qu'on veut se valoriser. Et ce qui est important, c'est que ce qu'on cherche dans cette exposition de soi, c'est la validation. L'extimité, et pourquoi il s'agit de processus aussi, l'extimité, c'est la marque de la participation à un système social d'entre-validation des agents, d'entre-validation des soi. Alors d'une part, il y a ça et sa fragmentarité. D'autre part, il y a la validation réciproque. Les deux choses sont très très importantes. Et de cela
résulte un certain fantasme, sinon de ce qu'on est, du moins de ce qu'on aimerait être, ou de l'image la plus valorisante qu'on veut être, qu'on veut exposer de soi. Alors ça, c'est le premier aspect des choses. Le second aspect des choses, celui de la surveillance, Jean Gabriel en a beaucoup traité. Alors, notamment, alors, il y a un article, si tu permets de citer l'article publié dans Social Science of Information en 2010, volume 49, numéro 3, c'est pas la société généralisée de surveillance, je cite mes sources, c'est un article très, je crois, clair, carré, complet sur cette question. La surveillance, c'est une espèce, mais ce n'est pas, c'est une espèce de surveillance à la fois généralisée et réciproque. Alors, je dis bien une espèce, j'espère avoir bien compris la chose, c'est-à-dire, tandis que la surveillance suppose un surveillant et un surveillé, la surveillance, ça ne suppose que des veillants. Voilà, des veillants et des validants continuels. Elle est la conséquence d'une dissémination technologique, je dirais, de la surveillance. On peut en distinguer trois figures. D'abord, dans les années 90, l'idée vient d'ailleurs d'un Américain, Steve Mann, n'est-ce pas, au milieu des années 90. L'idée, c'était, rappelez-vous, dans les années 90, avec la popularisation des vidéoscopes, on filmait tout et n'importe quoi, puis parmi les choses qu'on pouvait filmer, c'était le tabassage de quelqu'un par une autorité, et par conséquent, on cherchait à diffuser, à faire publier ces choses-là. C'est le surveillant ou le surveilleur surveillé. C'est un peu l'arroseur arrosé, l'agent de police supposé surveiller la population, qui est à son tour surveillé par la population et dénoncé dans ce qu'il fait d'irrégulier. Première phase de cette dissémination technologique, c'est la phase individualiste, si je puis dire. On achète son caméscope, on se balade dans la rue et on montre ce qu'on montre. Deuxième phase, c'est l'agglomération des enquêtes singulières, c'est-à-dire la mise en commun, c'est-à-dire la publication et l'utilisation d'instruments de mise en communauté. Je pense que l'affaire Benalla d'il y a un peu plus d'un an résulte de cette façon de faire. On n'est plus tout seul avec son téléphone, mais on appartient à une communauté qui donne les moyens de diffuser un certain nombre de choses et de créer des situations. Et puis il y a une troisième phase, et je crois qu'elle est très très importante, qui permet d'appuyer l'idée que reprend Jean Gabriel à Steve Mann aussi, c'est l'idée d'une équiveillance. Tout le monde surveille tout le monde sur un même plan, mais si tout le monde surveille tout le monde et en permanence, c'est que tout le monde surveille tout le monde, même quand tout le monde dort, par exemple. Donc, c'est que les relations de surveillance réciproque ou de validation réciproque, etc., ce sont des relations qui perdurent indépendamment des actions effectives des agents surveillants. Et si ça c'est possible, c'est que les machines ont pris le relais. Le stade ultime de la surveillance, c'est la surveillance algorithmique, c'est-à-dire qu'en fait le stade ultime de la chose, c'est le traitement continuel des données que continuellement nous disséminons sur les réseaux. Il n'y a plus Pierre qui observe Paul, qui lui-même observe Pierre, qui lui-même observe Jean, qui lui-même observe Jacques, qui lui-même observe Pierre, etc., etc. Pierre, Paul, Jacques et Jean font ce qu'ils font sur les réseaux avec leurs instruments numériques, et pendant ce temps-là, le réseau, non pas surveille, c'est une surveillance sans surveillant, sans surveillance. Pendant ce temps-là, les réseaux agglutinent des données et valident, ou en tout cas évaluent toutes ces données. Et de fait, je crois que extimité et surveillance, c'est-à-dire nos pratiques numériques d'une part,
le système permanent d'évaluation, de validation, de traitement des données que nous disséminons, etc., statistiquement, provoque des drames. Ça provoque des drames. Alors, concrètement, prosaïquement, les drames, ce sont les suicides d'adolescents de temps en temps. Il m'a mis un petit pistolet, je n'ai pas supporté, je me pends, il n'a pas voulu valider ma photo. Vous voyez ce genre d'événements dont on entend parler, c'est assez tragique d'ailleurs, c'est plus du mélo, c'est vraiment de la tragédie. Il faut penser aux vies qui sont touchées par ce genre de trucs, c'est assez épouvantable, mais au-delà de ce que ça appelle, c'est-à-dire l'attention des parents à l'école, des apprentissages, etc., au-delà de ce que ça appelle comme réaction éthico-sociale, je crois que ces mélodrames du quotidien, parfois ces tragédies de la vie ordinaire, sont le signe de quelque chose de plus profond. Le signe, premièrement, de la complexité du geste numérique en tant que tel. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un gamin se fiche en l'air parce que le système Facebook, le système Instagram l'a exposé comme il l'a exposé. Alors on dira, c'est terrible, il faut apprendre à utiliser Instagram et Facebook. D'accord. Mais ce que ça veut dire aussi, surtout, c'est que des traitements de données, des systèmes automatisés sont capables de provoquer quelque chose qui est qu'un gamin se fiche en l'air. C'est-à-dire que ce dont c'est le signe, c'est de l'absence totale de césure entre justement le milieu du numérique supposé virtuel et le monde de la vie supposé concret et réel. Et s'il y a une absence totale de césure, ça veut dire que les processus machiniques, algorithmiques, ont autant de réalité au fond que les processus digestifs. Nous avons déjeuné tout à l'heure, nous digérons à présent aussi courageusement que possible, en faisant aussi attention que possible à l'orateur, bien entendu, et ça se passe tout seul, comme tout seul, il se passe plein de choses dans ces appareils-là tant qu'ils ne sont pas déconnectés et qui font que la vie est processualisée, pourrait-on dire. Ça, c'est le premier point, donc la complexité du geste numérique. Pourquoi ne pas dire la complexité de la geste numérique? Ça, c'est le premier point. Le second étant l'empilement des normes qui régissent tous ces différents phénomènes. Il y a de l'éthique, il y a du social, il y a du juridique, il y a du technique, etc. Et cet empilement, ce n'est pas simplement, on va dire, il y a un petit peu de morale, il y a un petit peu de droit, il y a un petit peu de coutume, etc., etc. Tout ça est complètement intriqué. Et la vie numérique, c'est ça, c'est cette intrication-là. C'est-à-dire intrication d'une part du réel et du virtuel, intrication d'autre part de toutes les strates normatives qui régissent le réel aussi bien que le virtuel. Alors ça me fait penser, ça, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de la chose, ça me fait penser à un épisode, maintenant ancien, dans les années 90, est-ce que vous avez entendu parler de Lambda Mou? Est-ce que vous savez ce que sont des MOO? C'était des programmes informatiques communautaristes, si je puis dire, auxquels on se connecte. C'est un Facebook, c'est une sorte de Facebook ou d'Instagram, mais un Facebook et un Instagram hyper intellectuel et strictement textuel. C'est-à-dire que entrer dans un MOO, Multi-User Object Oriented Program, entrer dans un MOO, c'était entrer dans un univers purement textuel, c'est-à-dire dont toute la construction était programmatique, et dans
dans lequel on pouvait créer un personnage, le milieu de vie de ce personnage, etc. etc. On pouvait donc se construire comme personnage, mais se construire textuellement, se construire comme Flaubert construit Madame Bovary. Madame Bovary n'a jamais existé, et Flaubert a construit un machin qui s'appelle Madame Bovary. Un usager de Mou ne construit pas Madame Bovary, mais il construit un personnage et il construit l'ensemble des déterminations de ce personnage et son environnement, etc. etc. Ce qui s'est passé sur Lambda Mou au milieu des années 90, c'est qu'un certain personnage, Mr. Bundle, a violé un autre personnage, Starsinger. C'est-à-dire que le programmeur Mr. Bundle a réussi, par son habileté de programmation, à s'emparer du personnage Starsinger et à littéralement le violer. Ça a été un drame mais épouvantable. Ça a été un drame épouvantable, c'est-à-dire que ça a provoqué une réflexion assez intéressante. Et il y a un article très intéressant de Julian Deibel sur cette question, et un livre même sur cette question. Ça a provoqué une réflexion extrêmement intéressante sur, ce n'était pas présenté comme ça, mais c'est comme ça que je l'interprète, sur la continuité réelle-virtuelle, figure, à mon avis, de l'extimité Mr. Bundle, Starsinger, ce sont des pratiques extimes. C'est-à-dire, on se construit une sorte de personnage idéal. Ce n'est pas une abstraction comme un carré ou un cercle. Mr. Bundle, c'est moi. Comme Madame Bovary, d'ailleurs. C'est vraiment ça. Starsinger, c'est moi. C'est mon extension textuelle. C'est mon extension textuelle. Donc, réflexion sur cette continuité et sur le traitement du viol. Alors, le traitement du viol, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a plusieurs types d'interprétation du viol. D'abord, violer, c'est mal. On est tous d'accord. Violer, c'est mal. Mais est-ce que c'est la même chose, Pierre violant Paul, là, à la plage, après minuit, et Mr. Bundle, qui n'est rien d'autre que du programme, prenant possession de Starsinger, qui n'est rien d'autre que du programme? Est-ce que c'est un viol? Évidemment, le débat a été long. Et évidemment, en fait, ça a été interprété comme un viol. C'est-à-dire là, on a une perspective éthique sur la chose. Deuxième plan, qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à ce genre de difficultés dans un programme, c'est-à-dire dans un monde qui n'existe pas? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on applique les lois? Est-ce qu'il y a une juridiction? Comment est-ce qu'on qualifie la chose, indépendamment de l'image épouvantable, viol? Comment est-ce qu'on qualifie véritablement la chose? Est-ce qu'on la qualifie juridiquement? Et troisièmement, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et concrètement, ça ne peut vouloir dire que programmatiquement. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'un des membres de la communauté, un programmeur ayant plus de droits que d'autres, a fait disparaître Mr. Bundle, a pris la décision en son âme et conscience de faire disparaître Mr. Bundle. Atteinte radicale à la liberté d'expression. C'est atteinte radicale à quelque chose d'absolument fondamental. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que tout ça fait signe vers, je vous disais, une question égologique, la question des identités. Au fond, qu'est-ce que révèle Lambda Mou, qui, à mon avis, est beaucoup plus significatif et beaucoup plus instructif que tout ce qui peut se passer sur Instagram, Facebook, etc., sur les mélodrames et les psychodrames de la vie courante d'aujourd'hui. Qu'est-ce que révèle Lambda Mou? Ce que ça révèle, c'est que la textualité d'un personnage n'est pas absolument déconnectable de la réalité de son auteur. Et que, par voie de conséquence, ce que nous sommes en ligne n'a rien d'anodin, n'est pas virtuel,
n'est pas de l'ordre simplement de l'avatar, d'une copie qui n'aurait aucune espèce de connexion avec ce que nous sommes dans la vraie vie. C'est-à-dire, ce qu'atteste, me semble-t-il, Lamdamu, c'est que la sémanticité, si je puis dire, de notre existence en ligne ne constitue pas un argument contre sa réalité, contre son épaisseur, contre, je dirais même, sa phénoménalité. Notre phénomène être, je suis, notre phénomène être est un phénomène qui ne se résume donc plus aux interactions physiques, affectives, sensibles ou sensuelles ou amicales ou intellectuelles, etc., etc., mais c'est un phénomène qui s'étend à sa réalité numérique, à sa réalité programmatique. Comme disait Berkeley, être, c'est calculer et être calculé. Je veux dire par là que ce que nous sommes, c'est quelque chose de databasifié. Nous sommes non seulement Pierre, Paul, Jacques ou Jean ou des bipèdes sans plumes et sans cornes, ce que nous sommes d'ailleurs, mais non seulement ça, mais aussi de la base de données, mais aussi du programmatique, mais aussi quelque chose qui se traite, et non seulement qui se traite virtuellement, possiblement, mais quelque chose qui ne cesse d'être traité par les machines dont, au fond, nous ne sommes pratiquement jamais déconnectés. D'où mon idée que si il y a à extimité et surveillance une problématique technico-éthico-juridique et des solutions technico-éthico-juridiques genre RGPD, il y a à extimité et surveillance une voie d'interprétation égologique qui consiste à dire nous sommes de la donnée, si nous sommes de la donnée, eh bien il faut l'assumer, et l'assumer, ça veut dire prendre en charge, prendre en main ces données. Alors on dira, mais prendre en main ces données, c'est quoi? C'est se protéger, c'est respecter le RGPD, sans doute. Mais prendre en main ces données, c'est surtout comprendre ce qui se passe. Et comprendre ce qui se passe, quand on fait ce qu'on fait sur les réseaux, ben, ça n'est pas du tout facile. Prendre en main ces données, savoir comment on est dans le monde numérique, savoir comment s'inscrivent les personnages ou s'inscrivent les données que nous disséminons dans l'universel des données qui se disséminent et qui sont en permanence calculées, cela n'est pas aisé à comprendre, à connaître, à saisir, etc., etc. J'aurais envie de dire que nous sommes donc des mots, nous sommes du texte, mais c'est à nous, du coup, aussi, d'écrire le texte que nous sommes, d'écrire les mots que nous sommes. Et si c'est à nous, il me semble absolument, absolument fondamental que nous sachions ce que nous faisons quand nous manipulons ces machines. Et il n'y a qu'une manière de savoir ce que nous faisons quand nous manipulons ces machines, c'est d'apprendre à penser comme elles, si je puis dire. Enfin, plutôt que d'apprendre à penser comme elles, parce qu'elles ne pensent pas, plutôt que d'apprendre à penser comme elles, apprendre et connaître comment elles fonctionnent, quels sont leurs langages, comment leurs langages se superposent les uns aux autres. Bref, l'issue, je crois pour nous, c'est d'avoir la meilleure maîtrise possible de ce tout qu'est l'unité du monde réel et du monde numérique. Cette unité, elle est sémantique, cette unité est informatique, elle est programmatique, enfin bref, c'est un plaidoyer pour l'apprentissage de l'informatique à l'école. Vous aurez bien reconnu là les propos de l'inspecteur général. Merci.